Bonjour et merci beaucoup de votre invitation pour cette belle journée. Je vais vous faire une présentation qui va aborder un territoire, donc la zone du Levant Sud oriental, c'est-à-dire le Syrie du Sud et Jordanie du Nord. Et je l'ai choisi parce que on a fait beaucoup de travaux au sol, mais c'est une région qui est une région de pierre, et où donc on voit un certain nombre de choses qu'on ne voit pas ailleurs dans les régions où c'est la terre qui domine. Et donc ça m'a paru intéressant d'essayer de montrer un peu des exemples d'agglomérations, de type ce qu'on appelle agglomération, qui ne sont sans doute pas des villes, mais qui ont des structures que l'on peut un peu décrire et peut-être mieux comprendre que dans des cas où la terre, la brique crue, empêche un petit peu de comprendre le détail des choses. Donc, juste, je suis un petit peu flou parce qu'une mauvaise grippe m'a un peu ramolli. Donc, parfois, ça sera peut-être un petit peu... est-ce que ça... Oui, ça. Donc, je vais vous parler de la zone qui, donc, vous avez pour vous repérer. Voilà. Nous sommes ici, vous avez la vallée du Jourdain, vous avez ici la zone basaltique qui est au sud de Damas, ici vous avez Damas, ici la zone de Damas, et donc la zone basaltique du Oran et en dessous la steppe du nord de la Jordanie, avec ici les montagnes de l'Ajloun et ici le Golan. Donc c'est une région sur laquelle donc, on fait des prospections et des travaux depuis de nombreuses années, en particulier avec Christophe, Nicole et avec Michel de Magdessy. On a pas mal travaillé et où on a travaillé essentiellement à la surface et où on est arrivé avec un certain nombre de compilations à avoir une connaissance assez fine du terrain, puisque les sites sont très visibles et l'information a été compilée à plusieurs reprises et à chaque fois on essaye de réinterpréter ces compilations, et la dernière en date, c'est à l'occasion d'un programme ANR qui s'appelait Paléocir, dans lequel on a essayé d'intégrer l'ensemble des données sur l'ensemble de la Syrie et auquel on a rajouté la Jordanie du Nord, qui nous permet d'avoir donc un corpus de références de sites qui est assez important. Alors, qui est intéressant aussi, c'est à la suite de l'ensemble de ces prospections, c'est de voir les zones où, pour les 4e et 3e millénaires, on n'a pour l'instant aucun vestige. Donc on est en contraste fort avec les zones où on a pas mal de vestiges. Un exemple caractéristique, c'est cette zone-là, où nous avons la zone du Ledja, qui est un épanchement basaltique très en surface, et sur laquelle il y a beaucoup de sites qui ont pu être repérés. Entre cette zone de plateau et puis la zone ici qui est le début de la porte vers le désert à l'est, on a une zone ici dans laquelle on a souvent prospecté, traversé, etc., et sur laquelle il n'y a aucun site pour les 4e et 3e millénaires. Donc on a un type d'occupation du sol qui est un peu en patchwork avec des vides, et c'est une des questions qu'on peut se poser de la raison de ces vides. Il y en a un autre qui est plus douteux, qui est peut-être dû à un défaut du nombre de prospections, parce qu'on n'a quand même pas fait partout. C'est ici, cette zone de la plaine centrale de la Noukra, donc entre la zone de Souaïda et la zone de Daraa, en gros, où on a Galbi, qui est le plus douteux, mais celui qui est aussi un des plus intéressants, c'est dans la montagne du Djebel el-Arab, au sud de la Syrie, le fait qu'il y ait un seul site qu'on peut attribuer peut-être au 4e millénaire, qui est repéré, mais aucun sur la zone qui est la
qui a la partie qui a le plus de forêt, le plus d'eau, de sources de la région. Donc il y a des contrastes dans l'occupation du sol qui sont très très forts à des distances très, très faibles. On a le même cas ici au nord de l'Ajloun en Jordanie, donc le début de la plaine de Mafraq en gros, où il n'y a aucun vestige de cette période. Donc ces réflexions ont été lancées donc depuis un certain temps, et à chaque étape, donc depuis presque une trentaine d'années maintenant, et à chaque étape on a essayé de réinterpréter le set d'informations qu'on avait. Alors pour mieux le caractériser, donc vous avez ici la situation à l'intérieur du Levant Sud, et une caractéristique qui est importante, c'est vous avez ici l'hydrométrie, la pluviométrie, et où on voit, vous voyez ici par rapport au cadre noir qui correspond à cette carte, donc que l'on est en zone hyperaride à peu près jusque là et ici, et donc toute la zone ici est hyperaride. Et on a pu donc construire un certain nombre de micro-régions qui paraissent être signifiantes pour interpréter les vestiges que l'on a. Donc je vais juste là, pour cette séance, comparer deux ensembles de données qu'on a pu constituer. D'une part, en gros, autour de cette notion de ville, agglomération, comment se structure régionalement un habitat. C'est d'une part, je vais prendre globalement l'ensemble des sites attribuables au 4e millénaire, grosso modo, parce que les dates, c'est des dates qui viennent de fragments de céramique et de quelques silex, mais qui ne sont pas... les dates sont peu fines, il y a peu de datation, enfin il y en a quelques-unes dont on va reparler. Et d'autre part, l'ensemble des sites du bronze ancien 2 et 3, donc le 3e millénaire en gros. Et avec la seule différenciation que je fais dans les cercles qui correspondent au site, c'est en gros les sites qui ont un caractère non pas urbain, mais de grosse agglomération. Et puis les sites ici, les ronds qui sont vides, qui sont des sites essentiellement d'enclos et d'enclos pastoraux. Et les petits sites, donc il y a des gros sites et des petits sites. Donc c'est extrêmement grossier, c'est vraiment pour essayer de vous proposer une image globale de la situation, et où on voit donc un assez fort contraste entre la situation du 4e millénaire et celle du 3e millénaire, dans ce qui est visible, donc, en particulier donc, avec une différenciation forte pendant le Ledja qu'on a prospecté de manière très intensive, une répartition des sites qui est à peu près analogue, mais avec une hiérarchie, une distinction qui est un peu différente. Et c'est encore beaucoup plus frappant dans la zone de l'Ajloun et de la Jordanie du Nord, où on a un ensemble de sites dans l'Ajloun oriental, ici, à l'est de Djerach, en gros, entre Djerach et Rebel Stamra, enfin la haute vallée du Wadi Zarqa, où on a une concentration, où c'est une zone qui est extrêmement prospectée, non seulement par nos équipes, mais par beaucoup d'autres équipes étrangères, et où on a tout un ensemble très important de sites et de structures attribuables, grosso modo, à ce qui est du 3e millénaire, alors que pour le 4e millénaire, pardon, pour le 3e millénaire, on n'a presque plus aucun site sur les plateaux, et on a uniquement des sites sur le long du Wadi ou Zarqa, en particulier à cette zone-là, avec des sites avec une certaine hiérarchie, et d'autre part des sites qui sont à la tête des wadis qui viennent du Yarmouk. J'évoque simplement la partie Golan
puisque je pense on va pouvoir enfin l'intégrer correctement, je pense, dans cet ensemble-là, dans la mesure où la prospection et la publication des sites fouillés dans le Golan vient de sortir, mais le volume n'est pas encore arrivé à Paris, donc je n'ai pas pu le consulter. Donc tous les travaux des équipes israéliennes sur le Golan, qui est assez important depuis, et qui est aussi de longue date, puisque ça a commencé il y a des dizaines d'années, et la synthèse donc, doit être bientôt consultable, et on pourra, j'espère, bientôt intégrer ces données-là dans notre ensemble de sites. Est-ce que tu peux passer en plein écran? Oui. Ah, pardon. Oui, c'est en plein écran. Alors, oui, je vais mettre... Voilà, c'est plus visible. Ah, excusez-moi, j'avais pas... Et on m'entend pas bien? Voilà. D'accord. Donc vous voyez mieux, là ça va quand même. Alors, comme je vous l'ai dit, à chaque étape de ce travail de prospection, on a fait des propositions de modèles d'échange, de circulation, qui sont fondés en gros sur l'interprétation des sites, leur importance, etc., mais qui a varié effectivement avec le temps, avec la quantité d'informations qu'on avait et les idées qu'on pouvait avoir plus ou moins nouvelles à chaque fois. Donc, par exemple, juste pour un exemple, en 2011, on avait, avec Christophe, établi une série de modèles de circulation essentiellement pastoraux dans cette région, hein, avec des systèmes, des propositions de circulation de transhumance, soit avec des zones entre le désert et puis des zones un peu d'habitat, soit également des questions d'échange entre la zone du désert noir et Jebel Mouta, et en particulier la zone de Jawa, et les propositions qui avaient été faites par les Sven Helms et Alison Betts d'échange direct entre la zone du désert noir et la vallée du Jourdain, etc. Donc on a essayé de donner des représentations un peu de ces échanges qui peuvent permettre de comprendre le rôle et la structure de la géographie des sites dans la région. Depuis ces propositions qu'on avait faites en 2011, il y a eu des travaux nouveaux, et donc il faut essayer d'intégrer ces travaux nouveaux dans nos modèles. Et il y en a un en particulier qui est extrêmement important et qui change, enfin qui permet d'interpréter de manière nouvelle un certain nombre de choses, c'est dans le désert noir. C'est le désert de basalte, donc, qui est tout à fait à l'est de la Syrie, au sud-est de la Syrie et à l'est de la Jordanie. Hein, c'est ce plateau basaltique ici, qui est à la bordure de la frontière avec l'Arabie Saoudite, se situe dans cette zone-là et ici, et pour lequel on connaissait le grand site de Jawa, pour le 4e millénaire, qui est un espèce de apax dans la catégorie des sites que nous connaissons, puisque c'est pour le 4e millénaire, et ça vient d'être daté maintenant de manière radiométrique. C'est un site avec de 5-6 hectares, avec un rempart, un système hydraulique, dérivation, barrage et citernes, donc extrêmement sophistiqué, et une série de terrasses agricoles, donc un ensemble tout à fait original et unique, qui est pour le 4e millénaire, donc qui est situé donc sur la lisière occidentale du plateau du désert basaltique ici, et qui était un peu comme quelque chose de suspendu en l'air, comme ça, sans interprétation facile. Et les dernières années, donc les années de 2010, ont été très intenses. Il y a eu un travail très intense à cette zone-là, en particulier par
l'équipe formée par Bert Müller-Neuhoff et Wael Abouazizeh, qui ont prospecté cet ensemble-là et des fouilles qui ont été menées sur des zones ici périphériques et qui ont révélé d'une part pour le 4e millénaire un ensemble ici de carrières de silex qui ont fourni les fan scrappers, donc les grands silex en éventail, qui sont des outils spécialisés pour la boucherie et pour la tannerie, et qui ont été produits, donc extraits ici, et c'est des mines absolument considérables. Enfin, il y en a eu en d'autres plus au sud, mais celles-là sont absolument considérables. Le niveau de production estimé est de l'ordre de 2 millions d'outils qui ont pu être produits à partir de cette extraction. Donc on est dans pour le 4e millénaire dans une zone de production d'un outillage spécialisé extrêmement développé et donc c'est une production qui est fatalement exportée. Et donc à ce moment-là, tout l'ensemble des sites qui sont répartis sur la zone basaltique complètement désertique prend un sens nouveau. On en peut, en dehors de Jawa, ils ont découvert et documenté au moins 3, sans doute un 4e site de la même période, là encore avec des datations radiométriques récentes, qui donnent tout le milieu du 4e millénaire, ou entre le milieu et la deuxième moitié du 4e millénaire, qui sont des sites d'habitat potentiellement, ils disent permanents, mais je serais plus prudent là-dessus, mais enfin, c'est un habitat structuré avec des petits sites fortifiés, etc. Et cette grande agglomération de Jawa, qui, avec sa sophistication et la mise en œuvre de moyens techniques extrêmement nouveaux et uniques à cette période pour l'instant, devient évidemment, enfin, son rôle de base logistique en quelque sorte et de lieu de contrôle de la production devient quelque chose qui est un modèle qu'on est obligé de proposer. Donc la fouille intérieure de la ville de Jawa n'a jamais pu être faite pour l'instant. Peut-être que Bert Müller espère avoir le financement pour commencer bientôt. Mais l'intérêt principal, c'est d'établir de manière beaucoup plus concrète donc la possibilité d'avoir un site de contrôle d'un trafic qui est dans l'origine et la zone désertique. Et à ce moment-là, on sait que plus au nord ici, dans une situation analogue, on a le site de Ribet Lumbashi, sur lequel nous avons travaillé aussi pendant quelques années, et qui peut avoir une fonction du même genre, du coup, à une période un peu plus récente. Et donc on a cette fonction de site avec des monuments et une construction donc remparts, temples et système hydraulique qui relève de ce qu'on appelle d'habitude urbain, mais qui n'est vraisemblablement pas, enfin, par exemple à Umbashi, le rempart est complètement vide de construction pour la période la plus ancienne. Il y a juste un temple, enfin un grand bâtiment qui pourrait être un temple qui est associé à ce rempart. Et donc, on a des sites qui sont anomaux de ce point de vue-là, bien que leurs attributs, leurs éléments, puissent être souvent interprétés trop rapidement comme urbains. Un deuxième exemple dans lequel que nous avons pas mal étudié, c'est dans la zone orientale, donc la région entre la zone de Jerash, vous avez ici le Wadi Zarqa, donc à l'est de Jerash, tout ce massif de la zone orientale, sur lequel vous avez un site majeur, Jebel Moutawak, qui est un site sur lequel je vais revenir tout à l'heure pour une autre chose, qui est un site
qui est un site enclos, avec donc à l'intérieur pas un rempart, mais un mur de limite assez costaud, et qui a à peu près 400 maisons à l'intérieur, groupées, et dont Christophe a fait le plan. Et qui est associable, enfin autant que l'on puisse associer les choses chronologiquement de manière fine avec des prospections, c'est avec un ensemble de systèmes d'enclos que vous voyez ici, et qui ont été identifiés essentiellement par Jean Sapin dans des prospections longues des années 80, 70 et 80, et qui sont des enclos donc associés à l'élevage, évidemment. Et donc on a un site majeur, avec non pas, là encore, sans doute pas urbain, mais un site concentré, une agglomération importante, associée chronologiquement à toute une série d'enclos pastoraux. Et l'étude qu'on a refaite récemment avec Jenny Badbury et Maura Sala sur le matériel céramique montre que, en fait, dans ces enclos, on a deux types d'enclos pastoraux, certains qui ne sont pas datés, donc on ne va pas... mais qu'on a toute une série d'enclos qui sont associés à de la céramique et de l'habitat, et que donc l'ensemble de documents dont on disposait maintenant peut être distingué. On peut distinguer deux éléments principaux, donc des choses qui sont associées à Jebel Moutawak, vraisemblablement on va prendre la proximité, et puis des systèmes pastoraux plus indépendants qui ont été identifiés par là et qui sont associés chaque fois à un petit habitat. Donc vous avez ici par exemple l'exemple de Jean Sapin, qui est toute une série d'enclos ronds de très grande surface. C'est des enclos avec des murs très, très importants et qui peuvent avoir jusqu'à 200 mètres de diamètre, et qui sont associés à des petits habitats de maisons comme ça, et qui sont répartis en ligne sur une série de sommets, tout à fait, c'est celle-là, tout à fait à l'est de la zone de l'Ajloun. Donc on a plusieurs logiques de concentration de systèmes de pastoraux. Dans un autre exemple de l'interprétation, je reprends quelque chose qu'on avait fait encore avec Christophe en 2012, ce sont comment interpréter des ensembles que l'on rapproche des sites différents, mais dans lesquels on retrouve des structures d'habitat qui sont tout à fait analogues. Ici, je parle les villages et les structures qui sont associées à des maisons, ce qu'on appelle les maisons à double abside, ou les maisons en forme de saucisse, diraient les Britanniques, qui sont donc très caractéristiques du milieu, en gros, du 4e millénaire, et que l'on trouve depuis tout à fait, d'une part en Palestine, et jusqu'à Byblos au nord, et dont il y a une concentration tout à fait importante dans la zone du Ledja sur laquelle nous avons travaillé. Et donc avec des configurations spatiales très très différentes, puisqu'on a d'une part ici au nord un grand site qui s'appelle Sharaya, qui est ce qu'on appellerait, ce qu'on appelle un méga-site, hein, c'est vraiment le site sur près de 80 hectares, 80 à 100 hectares, mais avec de l'habitat complètement dispersé, semi-dispersé, mais avec des enceintes. Donc on a plein d'éléments comme ça qui sont de type urbain, mais associés à des structures qui ne le sont certainement pas. Et donc là, on retrouve donc la partie groupée ici au nord, et sans doute ici également. Et il y a une déclinaison des types d'habitat avec des plus petits groupements de ce genre-là, toujours dans des enceintes, et puis des éléments uniques où il y a une seule maison ou deux qui sont donc répartis là sur l'ensemble de la région du Ledja. Vous avez ici tous les ensembles de cette.
Et on a proposé avec Christophe d'y voir peut-être non pas un système de hiérarchique de sites simples à un site complexe, mais plutôt la possibilité d'y voir un type de gestion des troupeaux dans lesquels il y a des périodes où ça se fait de manière groupée, parce que ici c'est les zones de source, qu'il y a ici l'agriculture, etc. Et qu'une autre période de l'année, une forme de migration de transhumance, si on veut, qui répartit l'ensemble dans l'ensemble du Ledja, l'ensemble de la population, et donc des modèles de circulation des personnes dans le cours de l'année et d'éclatement du groupe et de regroupement du groupe qui peuvent permettre de mieux comprendre ces ensembles de sites. Donc là encore un deuxième modèle, et j'avais pensé qu'on aurait pu étendre ce modèle à la zone de Moutawak en Jordanie, mais là on est dans un cas différent. Donc on a pu aussi, alors un autre cas avec les mêmes, donc la discussion autour de ces sites extrêmement étendus que l'on trouve. Alors je prends là deux exemples, c'est toujours avec les sites avec les maisons à double abside. Vous avez ici donc Sharaya, qui s'étend sur plus de 80 hectares et qui est dans lequel on a retrouvé, alors j'ai plus de temps. Vous avez Sharaya ici, et vous avez ici le plan de Djebel Moutawak, qui correspond à peu près à 400 maisons, alors que là, j'ai plus oublié le chiffre, mais on est à 800, on doit avoir à peu près 800 maisons à Sharaya. Donc ces mégasites, en fait, c'est pas nouveau, puisque par exemple par les périodes néolithiques, le site de Ain Razal à côté de Amman est considéré par les préhistoriens comme un exemple même de mégasite. Et donc la question, c'est d'imaginer qu'est-ce qui donne lieu à un tel regroupement. Pour la période néolithique, pour le Ain Razal, l'explication de Rolefson est essentiellement le fait qu'il y a dû avoir une migration massive venant de Palestine et qui, pour une raison que l'on ignore, et qui s'est regroupée et qui a donc un changement de structure des groupes qui fait que en se déplaçant, les habitants se sont regroupés et ont formé ces sites tout à fait considérables au point de vue surface et nombre de maisons, mais sans se structurer sous forme de ville ou même de proto-ville. C'est vraiment, on est toujours dans le village. Et donc on aurait, pour ces périodes du 4e millénaire, au minimum 2 ou 3 de ces grands mégasites. Il y en a sur la zone à côté de Irbid, il y a la ville de Sal, qui est sous la ville actuelle de Sal, où on a un site qui fait aussi plus de 80 hectares et qui est apparemment occupé intégralement par des maisons. Donc, dans cette... alors, la question de l'interprétation, c'est de savoir c'est comment on peut interpréter ces mégasites qui sont des zones de concentration et surtout comment ça s'est terminé. On n'a pas, à partir des prospections, on n'a aucune idée de la manière dont la population qui a pu être regroupée à ce moment-là s'est répartie ensuite.
parce que le seul exemple qu'on en ait, c'est où on puisse saisir un petit peu ce genre de choses peut-être, c'est celui du Ledja, mais beaucoup plus difficile de retrouver ce genre de choses dans les zones, par exemple comme la Jloune, où il y a une paria de la forêt, l'occupation du sol était beaucoup plus importante et a détruit énormément de choses. Alors, donc ici, on parle de zones dans lesquelles on peut estimer que les populations sont de l'ordre de 4 à 5 000 habitants dans ces mégacites. C'est donc quelque chose de tout à fait considérable. Alors, attendez que je retrouve. Si on considère toujours les deux millénaires, quatrième ou troisième millénaire dans le Ledja, donc ici vous avez tous les sites avec les maisons à double abside, et ici vous avez les sites du troisième millénaire où on a d'une part cette fois des agglomérations avec des remparts régulièrement espacés à la fin du troisième millénaire. Et le développement, là on ne sait pas quand ça a commencé, mais de tout un système de greniers et de fermes dispersées. Donc il y a caractéristiques sans doute plutôt de la fin du troisième millénaire et du deuxième millénaire, de bronze moyen. Et entre ces deux périodes, on a, pour les deux seuls exemples de villes, que l'on puisse discuter pour cette région-là, ce sont les deux villes, d'une part, de Khibat Zerakoun, à côté d'Irbid, donc tout à fait au nord de la Jordanie, qui sont donc, et puis la ville de Laboué, qui est dans le Ledja. Donc Laboué a pu être relevée intégralement parce que c'est une ville qui est en surface, enfin une agglomération qui est en surface avec tous les remparts, les temples comme il faut, les portes de la ville, etc. Et l'ensemble des structures intérieures qui a pu être relevé donc, par notre équipe pendant plusieurs campagnes. Et puis, d'autre part, à peu près échelle, ici vous avez Khibat Zerakoun, qui est, sur lequel on retrouve également un rempart tout à fait du même ordre que celui de Laboué. Et là, les vestiges étaient enterrés, donc la fouille a été beaucoup plus limitée, mais dans laquelle on retrouve ici un système de temples, du même ordre que celui-là, et ensuite des systèmes de quartiers d'habitation qui sont ici interprétés comme un palais, en guillemets, parce que des zones de stockage avec pas mal de biens de certaines valeurs et des services d'habitation. Mais on voit que les modules des constructions sont tout à fait identiques. Mais ce qui est le plus frappant, c'est que ces modules des structures et des pièces, ce sont des modules extrêmement petits, puisque ce sont des pièces de 6 à 8, 10 mètres carrés au maximum. Donc, mais qui ne sont pas très éloignées des pièces de Titresoulou et qu'on retrouve dans d'autres sites ailleurs. La question qu'on s'était posée pour l'interprétation de ces pièces très petites, qui sont difficilement imaginables comme des pièces d'habitation, c'est si ça n'était pas des systèmes de stockage, de greniers. Et si on prend l'ensemble d'un exemple comme celui de Laboué, on voit que ça occupe une partie considérable par rapport à l'ensemble de la zone construite. Et où donc le rôle
de ces ensembles comme système de stockage, enfin le rôle principal comme système de stockage, pourrait être un des interprétations les meilleures pour ces villes. Donc ces quelques exemples permettent de voir que, d'une part, on a eu la possibilité, je vais voir ce que j'ai... On a eu la possibilité, en faisant l'ensemble de ces prospections et de ces relevés, de pouvoir illustrer avec des plans d'agglomération de toutes les échelles, des phénomènes d'agglomération répartis sur 2 millénaires à peu près, donc le quatrième et le troisième, et qui permettent de montrer que d'une part il y a une diversité considérable dans les modèles, et d'autre part des durées d'occupation qui sont toujours très difficiles à évaluer, mais qui paraissent relativement faibles. Et surtout, l'intérêt, c'est de pouvoir montrer que chaque étape, il y a les périodes où il n'y a rien qui se passe sont certainement plus importantes que celles où on a des structures. Donc on a des systèmes qui s'établissent, qui ont une certaine surface, occupent des territoires de manière assez importante, et puis qui disparaissent, et on n'a plus rien pendant un temps avant de retrouver des implantations nouvelles. Et donc, par rapport aux sites, là encore, de grands sites de tels, des choses comme ça, où on a l'impression d'avoir une continuité chronologique importante, ce type de site montre qu'il faut penser à des périodes d'abandon relativement et de changement complet d'organisation de structures d'habitat pour ces périodes, autant que celle de la continuité. Il faut penser la différenciation et la continuité. Donc dans ces formes qu'on pourrait appeler proto-urbaines pour un certain nombre d'entre elles, qu'on appellerait facilement, je pense que si c'était en habitat en terre, on aurait envie de les appeler plusieurs de ces formes des formes proto-urbaines. Donc on voit ici que pour beaucoup d'entre elles, c'est des structures pastorales, mais où l'urbanité n'est pas du tout n'est pas du tout évidente. Elle montre néanmoins vraiment l'émergence d'un nouvel ordre social avec des organisations variées, mais par rapport à l'organisation chalcolithique, et avec ce que les mairies de Chesson ou Joffé appellent des fabriques de lieux. On fabrique des nouveaux lieux, et on a une échelle de différenciation entre l'agglomération qui est sans doute beaucoup plus forte que celle qu'on avait auparavant, en particulier à l'époque chalcolithique. On n'est pas avec des sociétés urbaines, ce qu'on appelle pleinement urbain avant le bronze moyen, certainement. Et pour toutes ces périodes-là, donc ces 2 millénaires, il n'y a pas de différenciation claire entre l'urbain et le rural. Et ça, c'est un point, je pense, qui est assez fort. Et il y a des standards d'organisation et d'architecture sur certaines périodes, mais qui changent radicalement d'une période à l'autre. Et pendant toute cette période qui est tout à fait notable, il y a d'une part sans doute une intensification de l'agriculture si on considère toutes ces villes-greniers, entre guillemets, donc avec des systèmes de stockage collectif qui se développent. Donc il y a une nouvelle forme d'agriculture qui permet ce type de stockage. C'est la période aussi où les systèmes de conservation de l'eau, de captage et de conservation de l'eau, s'est considérablement développé dans toute la région, dans toute cette région. Et
la dernière chose à noter, ce serait la faible durée de ces établissements, sans doute, pour autant qu'on puisse en juger d'après des prospections de surface. Donc je pense que ces types d'exemples permettent, dans la réflexion sur ce que peut être une urbanisation, comment interpréter des ensembles de données archéologiques dispersées, il y a un certain nombre de choses qui sont peut-être plus faciles à interpréter dans ce cas-là que dans beaucoup de cas des prospections où les structures de construction ne sont pas évidentes parce que c'est construit en terre et que c'est enterré, ou que c'est enterré. Donc voilà, je vous remercie.